Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Bruno Desormeaux, qui est le fondateur de l'agence marketing C-Focus et un grand promoteur de crypto-monnaie. En 2020, avec la venue des restrictions en contexte de COVID, il lance le podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, animé par Rock Cholette. Après le départ de Rock en décembre dernier, Bruno prend la relève du podcast avec ses couleurs bien à lui. On est parti pour un autre informel, 94e, si je ne me trompe pas. Imaginez-vous donc, c'est tout un trajet pour l'informel. Super content de nous avoir avec nous autres. Et c'est Sylvain qui est à la réalisation ce soir, moi au micro. Sylvain, on va sûrement le revoir là, d'ici la fin de la saison. Et mon invité aujourd'hui, Bruno Desormeaux. Bruno, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le meilleur ami du premier ministre québécois. Frank. Tu l'appelles par son petit nom, Frank. Ouais. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça marche. Oui. Hein. C'est drôle parce que c'est pas arrivé souvent. En fait, je pense que la seule autre fois que j'ai eu quelqu'un comme invité que je connais du secondaire, c'est Benoît Laflamme. Ah, tu vois. Ouais. Puis il a travaillé avec toi, ça se peut-tu? Oui, quand hein? même C'est pas 15 ans. OK, bon. Oh oui, longtemps. Ouais. Oh, oui. Puis quand tu étais du secondaire, t'étais-tu déjà mindé, toi? Parce que tu es un gars qui a plein d'énergie. Puis quand on t'écoute dans tes podcasts, on a l'impression que tu sais ce que tu t'en vas tout le temps, puis tu planifies toutes tes affaires. T'avais-tu déjà un feeling de moi, je m'en vais dans marketing, économie, argent, toutes ces affaires-là? Peut-être, en fait, peut-être pas marketing, mais j'étais convaincu que je n'étais pas dans l'affaire. Ouais. Ça, je le filais. Pourtant, j'ai 2 parents fonctionnaires. Donc, qui ont bien réussi leur vie, ils sont à la retraite aujourd'hui, tout va bien. Mais moi, je savais que, même ma mère m'a déjà proposé d'aller travailler pour elle ou son département. Puis non, je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose. J'ai travaillé au McDo 5 ans ici. Ah, c'est vrai! Oui, j'étais au McDo pour Ross Benoît 5 ans. Puis mes ambitions, c'était d'avoir mes McDo. C'était de devenir propriétaire de McDo. Okay. Puis je l'avais dit carré à Russ. Puis Russ, en ouvrant un McDo, j'y avais carrément dit, je veux être ton gérant pour l'apprendre, ton gérant de magasin pour apprendre, pour un jour en avoir. Mais là, il y a eu d'autres opportunités, une compagnie de Montréal, tu allé faire une entrevue, j'ai dit, hey, je vais t'ouvrir l'Outaouais. Les autres cherchaient des reps dans le domaine du vêtement d'entreprise puis l'article promotionnel. Puis, moi, je suis allé rencontrer à Montréal pour travailler à Montréal, mais j'ai dit finalement, hey, moi, je vais t'ouvrir l'Outaouais, pas Ottawa. Puis, le propriétaire m'a dit, go. Puis, j'ai parti comme ça en affaires à l'âge de 21 ans. Ah, c'est fou. Ouais. Les vraies affaires zéro bullshit, faut que je te dise, j'aime ça au bout d'écouter ce que tu fais présentement, parce que, c'est la première fois que tu prends une caméra, ou là, un iPhone, je sais pas quoi, comment est-ce que tu les fais, mais que tu te mets devant la caméra puis que tu t'adresses aux gens comme ça, parce que, bon, il y a eu Rock avant qui faisait le show, puis là c'est toi. C'est comme, c'est-tu quelque chose que tu viens de commencer, dans le fond, depuis que Rock est parti, ou tu l'as déjà fait avant? Non, j'ai aucune formation, aptitude, mis à part là, d'être dans le web, naturellement, puis dans tout ce qui est marketing, puis la vidéo. Mais à la base, ça s'est dessiné parce que, justement, moi, quand j'ai eu l'idée de ce podcast-là, moi, j'étais un peu tanné de la bullshit. Puis, je pense que c'est évident. Et avec tout ce qui se passait, quand François Legault il a fermé toutes les industries, moi, ça a fait mal à mon agence parce que nous, on aide des dentistes, des cliniques esthétiques, des restaurateurs. Des gyms peut-être aussi. Des gyms aussi. Puis là, ils ferment tout. Moi, toute ma clientèle, du jour au lendemain, ils ont dit « Hey, on investirait pas en marketing. » Puis moi, à la base, C-Focus, c'est une agence marketing. Donc, puis là, je me disais, voyons, comment ils peuvent tout fermer de même, l'économie? Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, ils vont mettre tout le monde en faillite. Puis par la bande, moi, vous savez, cool, tu te lèves un matin, là, puis tu as la moitié de tes revenus qui ne rentrent plus d'un coup quand ça fait 10 ans que ça roule, puis ça fait 20 ans que tu bâtis ça, puis d'un coup, tu as un premier ministre qui décide que lui ferme tout. Ça me met un peu en tête, puis honnêtement, je n'étais pas d'accord pendant toute avec sa stratégie. Puis là, j'ai fait, j'ai chanceux, j'avais une belle quantité de clients dans le e-commerce. Fait qu'on a vraiment mis notre énergie là. Donc, ça a compensé. Pendant 3 mois, tout était rétabli de notre côté. Mais j'ai des clients, moi, que pour vrai, ils l'ont eu tough. Puis ils sont endettés encore aujourd'hui à cause de ça. Puis quand je vois tout ce qui se passe avec l'argent public, puis avec les bonis que ça se donne chez l'Auto-Québec, chez Hydro-Québec, chez la Caisse de dépôt, ça m'énerve. Puis là, je me dis, il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui le dise, puis qui essaie de faire réaliser aux gens. Puis en fait, là, je parle de l'actualité d'aujourd'hui, mais ça date de 3 ans. Puis là, Rock,
s'était fait mettre dehors par 104.7. C'est un gars qu'on s'entend bien depuis toujours, puis on se parlait pas souvent, mais une fois de temps en temps. Puis j'ai dit « Hey, on va-tu dîner? Puis ça te tente-tu? » Puis il a jumpé là-dedans, il a aimé ça au bout. Encore aujourd'hui, on se parle souvent. C'est juste que là, avec l'offre qu'il y a eu de Brigil, un peu comme lobbyiste, là, ça le mettait en conflit d'intérêt tout le temps. Puis on s'est assis. Ça n'a même pas pris 5 minutes avant qu'on prenne une bière ensemble après pour dire ben, écoute, ça a été un beau projet. Puis jusqu'à ce que son contrat soit fini, on ne peut pas l'envisager. Fait que là, je me retrouve 1 an plus tard avec une certaine auditoire, une communauté. Puis ça fait 1 an qu'on dit aux gens qu'on est écœurés de la bullshit. Puis on veut dénoncer. J'arrête ça ou je continue. Puis, j'étais en vacances à Los Cabos avec ma blonde, puis j'ai fait non, on n'arrête pas ça. Go, on va l'essayer. On verra ce que ça donne. Puis, aussi surprenant que ce l'est, même toute la gang chez C'est Focus, on ne s'attendait pas à rien, mais ça a fait boom. Mm-hmm. C'est 5 à 10 fois le reach qu'on a, que les gens qui nous suivent. On atteint presque 100 000 personnes par semaine. C'est fou, en ce moment, ouais. YouTube, Facebook, TikTok, name it, là. Mm-hmm. C'est capoté. Fait que là, j'ai découvert que le monde aimait mon genre, mon style, parce que tu me connais un peu, j'ai rien changé. Là, je suis pas fake, là, je suis ça dans la vie. Je rencontre des gens, des fois, qui me disent « Hey, c'est toi, ça! » Puis t'es pareil dans la vie que quand tu... il n'y a pas de bullshit, là. C'est what you see is what you get. Puis j'ai pris goût. Puis là, en même temps, ben ça m'amène d'autres opportunités. Je rencontre d'autres nouvelles, d'autres gens. Puis en même temps, je démarre d'autres choses. Donc, même ça, ouais. C'est drôle parce que tu étais comme rentré, tu t'es mis à faire ça sans... C'était pas prévu, mettons, là, tu sais. Puis dans le fond, puis moi, à l'inverse, dans cette chaise-là, je n'étais pas supposé être titre non plus. Tu vois, fait que je trouve ça drôle quand tu me comptes ça. Moi, c'était supposé être notre ancien animateur, Mathieu Daou, qui connaissait quelqu'un. Il disait « Ah, lui, il serait bon pour faire ça, tout ça. » Puis finalement, Mathieu est parti, puis là, ça a comme tombé à l'eau. Puis là, j'ai raconté souvent, là, je m'excuse s'il y en a d'autres qui l'ont déjà entendu, mais c'est ça. Puis là, j'ai dit, moi, comme réalisateur, ça arrive souvent, tu sais, je mets une caméra, je m'assis, bon, je fais des entrevues avec quelqu'un, tu sais. Mais je suis jamais comme à la caméra. Fait que là, j'ai dit, je suis capable de faire une entrevue. Je pense, on va l'essayer. Puis finalement, moi, j'ai pris goût, là. Je trouve ça le fun. Mais c'est spécial, pareil, parce que, tu sais, on dirait d'être capable de fournir un dialogue. Puis je trouve ça impressionnant que tu le fasses parce que tu es tout seul pendant 20-30 minutes. Moi, des fois, je suis comme stressé du temps, puis on est deux, tu sais. Mais d'être capable de fournir un dialogue cohérent, tout ça, puis ignorer le fait que, tu sais, il y a du monde qui vont écouter ça, puis qu'il y a une caméra, tout ça, là, ça a pris comme un temps, moi, je trouve, pour rentrer dedans. Tout, j'ai l'impression que ça fait comme pouf, tiens, je suis à ma place tout de suite, là, tu sais. Honnêtement, peut-être oui. pas en dedans, là, mais... Mais oui, ouais. j'ai pas de... Puis s'il y a une chose que je savais, pour avoir fait des vidéos marketing, même pour des clients, je suis chanceux, puis je suis chanceux, je suis un one take. Okay. Toutes les vidéos que vous voyez, là, sauf parce que j'ai reçu un appel ou que quelque chose dans le genre. C'est play, puis c'est ça. Ça sort de même. La seule chose, c'est que je me prépare, j'ai des points de forme, mais that's it. Chanceux pour ça. Puis moi, j'ai un coach d'affaires qui s'appelle Grant Cardone, que j'ai payé aux États-Unis, et lui nous forme aussi il croit à ça. Lui, il a un patois qui dit « Money follows attention ». Puis lui, il recommande de faire ça. Puis à la base, ça a été une influence de dire « Il faut que je parte quelque chose qui va attirer l'attention ». Sans que ce soit nécessairement à moi, je me sens... C'est drôle, tu vois, je faisais la comparaison. Je disais à Rock, toi, t'es ma Céline Dion, moi, je suis Ronan Angelil. C'est bon, ça fait que c'était drôle. Donc là, maintenant, il faut que tu joues le rôle de Céline Dion. Là. Mais non, je m'impose aucune... Puis je cherche pas de code d'écoute. Tu sais, je fais pas de revenus avec ça vraiment. Mes revenus le font avec mes entreprises qui sont partenaires du podcast, qui ont fait de l'annonce, mes clients que j'annonce, qui eux autres font des revenus, puis tout ça, puis qui continuent de prendre nos services. Donc, c'est plus les produits complémentaires. Si je peux dire, là, c'est les sources de revenus complémentaires alentour. Fait que moi, je fais pas ça pour l'argent, je m'en fous. Puis le monde qui aime pas ça, je leur dis, tu m'as déjà entendu le dire, hey, allez voir ailleurs, là, vous n'aimez pas ça, là. On force personne, puis imposez-vous pas ça, là. C'est pas mon genre, là. Hey, il y en a plein d'autres. Il y en a du choix. Exactement. Donc, non, ça va bien pour ça.
Mais Rock, évidemment, là, on le connaît depuis longtemps, en Outaouais, puis il a son style à lui, il a son éditoire, je pense, puis bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Mais si j'ai bien regardé, là, on dirait qu'une fois qu'il était parti, puis ça a été toi, comme ça, puis ça n'enlève rien à Rock, là, je veux dire, comme je dis, chacun son éditoire, mais j'ai l'impression que ça a monté, là, ça a boosté. Fois 100, fois 100, là, je veux dire, on reachait... c'est ça que tu disais tantôt. Hein. Non, on reachait à peu près 10 000 personnes par semaine. Là, on est à 100 000. Là. Puis toutes les vidéos, c'est share ou tu te 100 fois à chaque fois. T'es-tu surpris de ça? Comment tu as reçu ça? Ah non, très. Moi, je m'attendais pas à ça. Puis j'avais pas les ambitions de ça. Je voulais juste le continuer. Là, aujourd'hui, puis regarde, je te le cache pas, j'ai été approché par des gens politiques. Oui, ça fait parler. Tu sais, je veux dire, le monde est... Puis le monde, même alentour, c'est drôle. Tu vas aller... tu sais, je me tiens, je vais aller au resto, mais le monde, ils te reconnaissent. Puis moi, ben... Je me dis juste que je vais être une voix. Je vais être une voix pour ce monde-là. Puis c'est une crowd que, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de voix avec les médias traditionnels. Ça, c'est spécial. Moi, j'ai de la misère au bout à comprendre ce qui s'est passé dans les dernières années. Oups, Sylvain, je ne sais pas, mais j'ai perdu mon son dans mon oreille. Dans les dernières années... OK, merci. On dirait que... Puis je peux imaginer que ça a dû t'arriver, toi, parce que... Mais regarde, je vais reculer un peu. Je suis un petit peu du coq à l'âne, mais c'est de me suivre. On dirait que la classe, les gens qui sont dans le commerce, puis sont dans des gens d'affaires, sont souvent très liés avec la politique. Puis, j'étais un peu surpris de voir que tu pouvais te permettre, toi, avec tes entreprises, de dire « Je vais prendre la parole, puis je vais t'es quand même poussé loin, là, certains sujets, là, tu t'es pas gêné. » Je peux imaginer que tu as dû avoir du backlash un peu de certains partenaires, clients, ces choses-là. Oui, on a une infime partie de clients qui ont moins aimé ça, je pourrais dire. Okay. Puis on en a même perdu. Mais j'ai monté mes entreprises à... Moi, j'ai jamais eu la prétention ou l'objectif d'être aimé par tout le monde. Puis d'avoir tous les clients. Moi, j'ai mes clients. J'ai des clients, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. C'est des chums aujourd'hui. Tu ne me les enlèveras pas. Envoie ton meilleur vendeur, envoie qui tu veux, tu n'as aucune chance. Il y en a d'autres que j'aurai jamais. Tu sais, je veux dire, ils sont avec d'autres. Puis moi, en affaires, je vois ça comme ça. Donc, moi, quand j'ai commencé à dire ça, j'en ai des clients qui m'ont dit « Hey, ça nous met inconfortable. » Ben, j'ai dit « Regarde, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Si ça ne marche pas, si on ne s'aime pas, on est mieux de ne pas continuer. Ça donne rien. On ne s'infligera pas ça. » Donc, mais je peux te dire, pour chaque client perdu, je dois en avoir eu 5 nouveaux. OK. Ah, facile. Ben, c'est clair, là, les chiffres le démontrent déjà. Fait que le fait que tu aies vu cette augmentation-là à un temps où tu es venu un petit peu plus dur sur les mesures et sur le gouvernement, est-ce que tu penses que ça témoigne du fait qu'il y a comme une grosse partie de population qui était comme dans le silence, si tu veux, qui n'osent pas s'exprimer ou qui n'osent pas... ou sinon qui ont changé de bord carrément, dire, ben au début, je voulais bien suivre les recommandations, mais à un moment donné, ça suffit, tu sais. En fait, moi, c'est exactement là où je pense qu'il y a eu un déclic. Parce que moi, je suis l'exemple parfait. Bien que par affaire, je n'étais pas d'accord avec la décision de François Legault de tout fermer les commerces, j'ai pris mes doses de vaccin. Je ne suis pas un complotiste pantoute. Là. Puis moi, François Legault, j'ai voté pour lui aux dernières élections. Là. Okay. Ah oui, j'ai pas de gêne, puis je suis transparent. Mais à un moment donné, moi, j'ai besoin que ça soit cohérent. Ouais. Moi, dans la vie, il faut que je comprenne. Puis quand il y avait plein d'incohérences sur « Hey, le masque, c'est bon, c'est pas bon. On ferme, on rouvre, on n'explique pas trop pourquoi. » Puis, hey, ce virus-là, là, ça a la même bébite en Europe, ça a la même bébite aux États-Unis, ça a la même bébite en Chine, partout. Pourquoi nous autres, tout d'un coup, on a plein de mesures X, puis on a les pires résultats, puis personne challenge, personne questionne, puis ne peut plus voyager. Il y a un moment donné, c'était comme... je pense que les gens... Le monde, c'est pas nono. Le monde, c'est pas parce qu'ils ne s'expriment pas dans les lignes ouvertes des médias traditionnels qui sont nono. À un moment donné, là, t'es comme, voyons, ça marche pas, là. Tu sais, puis moi, je suis le premier à le dire. J'ai eu mes 2 doses. J'ai jamais eu autant de bobos dans la dernière année. Ah ouais. Jamais. J'ai jamais eu ça. Je pourrais demander à ma famille, ma blonde, j'ai jamais ça une grippe, moi. Okay. Tout d'un coup, une grippe à Noël. Puis des maux de genoux, des ci, des ça. Puis là, je veux pas partir sur des complots de toutes sortes. Mais là, je me dis,
Moi, tu me shootes quelque chose. Pour moi, là, c'est pas logique qu'on se fasse shooter 3 mois, puis qu'il y en ait déjà 10 doses achetées, puis que là, ils vont nous créer des vagues avec un nom différent, puis que là, ça passe aux nouvelles aux 3 mois, puis que, on va refermer. La saison grippale, pour moi, ça a toujours existé. Les hôpitaux pleins, ça a toujours été. Ouais. Donc, moi, il faut que tu sois cohérent. Puis dans ma tête, t'es le fucking boss en haut. T'es élu là, t'as les meilleures ressources, t'as tout le cash que tu veux. Là, après ça, tu vois qu'il y a plein de contrats qui ont été donnés gré à gré, des millions de notre argent. L'argent pour les pubs. C'est capoté. Je n'ai fait un podcast là-dessus. Puis à un moment donné, là, tu peux pas... Je te jure qu'à la radio, à la télé, tu pouvais pas écouter la télé puis qu'aux 30 minutes, il n'y avait pas une annonce du gouvernement. Ben, c'est comme rien. C'est quoi 120? Je l'ai noté. J'ai dit, on va peut-être en parler. C'est quoi 133 millions? C'est capoté. Puis si tu regardes, juste le Santé Canada sont à 42 millions. C'est même pas proche. Puis le Canada au complet, là. Oui. Nous, on les... Fait qu'il y a un moment donné où tu te dis, on fait quoi, là? On reste-tu juste à suivre, puis à le croire, puis à... Puis quand tu te mets à t'informer, puis à en parler, ben, puis je te jure, là, si tu savais, je reçois plein de messages. Hey, je reçois des enveloppes confidentielles là, de gens qui m'envoient ça, du réseau de la santé, puis tout ça, puis que j'adresse même pas parce que c'était confidentiel. Mon podcast, c'est Les vraies affaires, zéro bullshit. Si tu signes pas ton nom, je déchire ta feuille. Tu comprends? Là? Je veux pas partir là-dessus. Quand je fais mes podcasts sur cette semaine sur la caisse de dépôt, qui ont en moyenne 350 000 de salaire, tout le monde là-bas. Les 1500 employés ont en moyenne 350 000. Comment tu fais, toi? Moi, je fais pas ça. Ben non. Puis je pense qu'il y a un shitload de monde ici là, qui font pas ça. C'est clair. Puis là, eux autres, ils ont eu des rendements sous la moyenne de leur industrie. Puis ils se versent des bonnies. Voyons. Hydro-Québec, en 2020 puis 2021, tout le monde t'a enfermé, tout le monde a consommé de l'hydro. Là. Tout le monde était sur Internet, tout le monde écoutait la télé, tout le monde faisait le lavage, tout le monde mangeait à la maison. Il y a eu plus d'hydro, fait qu'ils se sont versés des bonnies de 18 millions, puis de l'overtime à 30 millions, puis de l'overtime. Ça marche pas. Fait que c'est tout ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont tannés. Je le sens. Ouais, ben, au stade où on est rendu, je pense que c'est assez évident, mais moi, une des fois, il y a bien des fois là, que j'ai fait comme, on qu'est-ce que c'est ça, tu sais, puis une des fois, je pense que vraiment, ça a touché les gens au vif, c'est le dernier Noël que le monde ne pouvait pas célébrer encore, puis qu'il y avait des restrictions, puis le monde, je pense qu'ils ont commencé à faire, un peu, là, pas une autre année, là. C'est pas une autre fois, là. Puis pas juste ça, c'est qu'il annonce à 2 heures, ferme à 5 heures, mais quand c'est le temps de réouvrir, ça prend 3 semaines. Ouais, ça c'est important. C'est toutes ces incohérences-là, si je peux dire. Puis là, on a toujours l'impression que c'est fait en considérant l'électorat, parce que je crois encore que c'est pas la majorité qui se questionne. Je pense encore que la majorité comprennent pas nécessairement, mais ils acceptent. Puis ils disent, hey, c'est lui, il fait du mieux qu'il peut. Moi, je me fais répondre par plein de gens. Puis probablement la majorité. C'est pour ça que je me questionne à voir aux prochaines élections. Je ne serais pas surpris qu'ils rentrent encore. Parce que la majorité, ils se disent, écoute, il fait de son mieux. Ouais. Puis c'est comme si on l'accepte. Mais il y a une minorité à ce moment qui l'accepte moins, dont moi. Puis moi, j'ai le goût de créer un mouvement ou rassembler le plus de gens. Tout le monde dit les vraies affaires, zéro bullshit. Puis moi, s'il est réélu, je vais respecter la démocratie. Je suis d'accord avec ça. Si la majorité au Québec pense que c'est encore le meilleur premier ministre aux prochaines élections, je ne suis pas celui qui va critiquer ou qui va dire « vous êtes tous des... » Comme exemple, j'ai fait des entrevues avec des gens plus extrêmes et je les arrêtais quand ils disaient « le monde, il dorme au gaz. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai des gens bien intelligents que je connais qui croient encore à ce que François Legault fait et je les respecte. Puis si eux autres gagnent la majorité puis réélisent François Legault, pour moi, ça, c'est la démocratie et je veux vivre dans un pays de même. Ouais. Par contre, moi, j'ai la liberté d'expression de dire que je ne suis pas d'accord. Right? Même si je suis la minorité. Et c'est de même que je vois tout ce mouvement-là puis tout ce podcast-là. C'est pour ça que je le fais. Mais tu touches à un point, moi, qui me jetait à terre, c'est de voir à quel point... Puis c'est dans les deux extrêmes de la question. Quand tu commences à traiter le monde de mouton, puis quand tu commences à traiter le monde de complotisme, mettons, à l'autre bout, ça marche pas, ça. On peut-tu juste avoir une discussion ouverte, puis pouvoir essayer... Parce que c'est dans l'entre-deux que tu trouves des réponses, puis c'est dans l'entre-deux que tu trouves la réalité, puis la vérité, puis les meilleures solutions, je trouve. Pas dans un extrême, puis pas dans l'autre.
Fait que j'ai eu un peu la même réaction que toi quand ça a commencé. Je dis, wow, c'est extrêmement tabarouette. Mais je dis, on donne la chance aux coureurs. Là. Ouais. C'est peut-être pire qu'on pense. Puis, il va falloir voir. Mais à un moment donné, puis c'est là où j'ai vraiment, vraiment débarqué, c'est quand il est arrivé l'histoire de la troisième dose. J'étais un peu là. Je me demandais, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi la solution? Parce qu'au bout de la ligne, il faut qu'il y ait une solution quelque part. Et c'est quoi? Si tu dois se faire vacciner aux 3 mois, ça n'a pas de sens. Voyons donc. Mais tu vois, moi, là, contrairement à ça, moi, là, si toi, tu me dis, Bruno, moi, je veux le vaccin aux 3 mois, ben moi, je suis all-in avec ça. Parce que moi, je crois à la... Bon, mais t'imagines les dépenses de l'État là-dedans? Oui, puis là, rendu là, il va falloir évaluer. On fait quoi que ça? Mais tu sais, je veux dire, si une personne vulnérable, une personne... Oui. Parce que ça, moi, je ne peux pas de le dire. Là. Moi, mon père, il a ses 4, puis il était cherché, il est rendu à 4, puis il n'y a pas de trop rock, là, il était allé chercher 4 vaccins. Il avait peur de la bébite. Donc, moi, ça, pour moi, c'est un choix. Ouais. Et ce choix-là est aussi bon que le mien. Oui, je comprends. Moi, si le gouvernement dit, on pense que pour les personnes vulnérables et les personnes plus âgées, 70 ans et plus, parce que c'est tous eux autres là, qui ont été pris avec la maladie forte puis la mort. Si eux autres, ils ont une crainte puis ils ont le goût de le prendre, le vaccin, go all in. Si tu veux sortir, là, on a encore le masque, mais ça achève. Moi, là, jamais m'a insulté quelqu'un qui porte un masque. Hey, c'est ton choix, puis moi le respecter. Puis s'il me dit, hey, reste à 2 mètres, il m'a dit, excusez, puis oui, pas de problème. Ouais. Mais de l'autre bord, brime-moi pas non plus. Si moi, je veux pas le porter parce que je fais attention à ce que je mange, je pense que j'ai un bon système immunitaire. La preuve, je l'ai eu 2 fois à la maudite COVID, j'ai rien eu. Rien de majeur. La deuxième grippe, un petit peu plus d'une grippe, mais rien de majeur. La première fois, j'en ai fait un podcast. Je l'ai su parce que je revenais de Miami, puis j'ai été pris 10 jours de plus à Miami. Sans ça, j'aurais jamais su que je l'avais eu. Donc, moi, je pense que c'est là qu'il est et je pense qu'il y a peu de gens qui sont à l'aise dans le débat, surtout quand c'est pas comme eux pensent. Moi, je suis quelqu'un que dans la vie, je suis capable de débattre avec quelqu'un puis respecter parce qu'il pense pas comme moi. Donc, toi, tu viens de dire, écoute, pourquoi 3e, 4e dose? Si le gouvernement, moi, là, qui est supposé de prendre des décisions pour l'ensemble de la population, dit on recommande une 3e, une 4e, ou on recommande une dose aux 6 mois, mettons. Moi, là, que le gouvernement prenne cette décision-là, selon des docteurs, puis des études, puis des recherches, hey, il fait sa job. Maintenant, c'est de ne pas l'imposer. Puis c'est là qui était, selon moi, l'erreur de Legault. C'est de l'imposer. Ouais. Là, il n'y a plus de choix. Ben, Legault, puis ailleurs aussi, il y a bien des places. Aux États-Unis, il y a bien des places qui l'ont fait aussi. Puis, oui, c'est ça. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose. Là. Puis pourtant, là, on a une grosse conversation sur My Body, My Choice. Puis pour ce qui est de l'avortement, puis je suis parfaitement d'accord, ton corps, ta décision. Ben, ça devrait être la même chose. C'est un principe de base en médecine, même, là, originalement. Là, ça faisait partie de la déontologie en médecine. Puis tu parles de l'avortement, mais remarque là, le débat, comment il se dessine. T'as les gens là, qui disent on l'a acquis. On est d'accord, là. Moi, je pense, je comprends même pas un homme de parler de ça. Pour moi, c'est une décision qui appartient à la femme. Puis 2, c'est un acquis qui est là. Un jour, on a débattu cette question-là. Il est là. Selon moi, tu ne reviens pas en arrière. Maintenant, tu remarqueras comment ceux qui sont pro-vie sont critiqués par ceux qui sont pro-choix. Ouais. Comme si c'était des extrémistes. Hey, as-tu le droit d'être pro-vie aussi? En théorie, moi, c'est là où il y a la différence avec bien des gens avec qui je débat. Si toi, tu veux être pro-vie, tu dis, moi, jamais de la vie, jamais, je vais me faire avorter, je suis une femme. Tu as autant raison que le pro-choix, tu comprends? Puis moi, c'est de même que j'adresse les questions souvent, puis je trouve qu'on manque ça au Québec, puis à bien des places, d'accepter que notre décision ne soit pas la seule et unique bonne réponse. Ou notre opinion, maintenant. C'est quoi qui t'est arrivé avec l'histoire de François Legault t'a bloqué de son Twitter, c'est ça? Twitter ou Facebook? En fait, non. C'était trop drôle parce que... Ben, c'est drôle. C'est qu'en fait, il faut comprendre, moi, en parlant à quelques fois de François Legault, ben, bien sûr, j'assistais à ses conférences de presse. Il en faisait à tous les 2 jours. Et il y a un moment donné où notre page, Les vraies affaires zéro bullshit, j'avais un modérateur, puis lui, il venait répondre, il échangeait. Et quand, il y a un moment donné, on les a tagués, on leur dit « Hey, François Legault, on n'est pas d'accord », puis je ne me rappelle plus exactement c'est lequel, mais on est dans le web, nous autres. Fait que moi, je suis capable de savoir si une page nous a bloqués. Puis c'était drôle parce que, effectivement, quand on est avec notre page, François Legault, c'est comme s'il n'existe plus sur Facebook pour la page Les vraies affaires zéro bullshit. Okay. Parce qu'il nous a bannis, comme quand tu bloques quelqu'un qui fait du harcèlement. Donc, j'ai trouvé ça drôle parce que ce qu'il réalise pas, là, puis c'est pas François Legault qui a fait ça, c'est ses agents de com. Là.
Ben, voyons non, on a d'autres comptes, là. Je veux dire, j'ai une agence de marketing web, là. Penses-tu que je suis pas capable de tweaker le système? Et c'est pour ça que j'ai fait un podcast en disant, il m'a bloqué. Puis il m'a bloqué. Puis là, j'ai dit à tout le monde, mais regardez, partagez, parce que c'est pas tout le monde qui est bloqué. Alors, quand les gens se sont mis à mettre à commercial François Legault dans les commentaires, mais là, ça l'a reaché. Et là, les agents de com ne peuvent pas bloquer tout le monde, là. Fait que là, c'était ça. Là, puis c'est là où je demandais qu'ils me débloquent. Puis là, j'ai fait une affaire avec un sponge de toilette là-dedans. J'aime tellement tes icônes d'émission. Puis il m'a jamais débloqué. Puis c'est correct, mais écoute, je le suis quand même comme je veux, puis c'est pas un problème, là. Mais c'est de bonne guerre, mais c'est un exemple où est-ce que, tu sais, des fois, il parle, là, puis il en parle même dernièrement, là, l'accès à l'information, que le gouvernement voudrait contrôler tout ça. Mais c'est un exemple que François Legault, il filtre. Donc, il y a de la bullshit. Et moi, quand tu filtres, il y a de la bullshit. Mais t'as-tu vu l'enquête de Radio-Canada là-dessus? Absolument. Hey, c'est pété. Ils contrôlent mais c'est prouvé, là, au début de la COVID, là, quand ils ont eu le mémo, j'en ai fait un vidéo là-dessus aussi, quand ils savaient là, que ça brassait dans les CHSLD. Là. Il y en a des emails qui ont été envoyés, puis ils les ont ignorés, puis ou ils n'ont pas pris... Tu sais, je veux dire, moi c'est drôle parce que moi, je revenais de Vegas en février, avant qu'ils lockdown tout. OK. Puis même, quand j'ai réservé mon voyage, j'étais à la conférence avec Grant Cardone, puis avant le voyage, en décembre, on entendait partout là, qu'en Chine, ça brassait, puis après ça, l'Italie. Tu sais, faut que tu sois un petit peu comme... Tu joues à l'aveugle ou à l'autruche, comme premier ministre, puis que tu es un directeur de la santé, puis pas penser que ça ne viendra pas chez vous à un moment donné. Là. Tu sais... Ben, il l'avait dit publiquement, me semble, à cette époque-là, comme on n'a pas à s'inquiéter, ou j'ai souvenir de Arruda dire quelque chose. Ça n'a pas d'allure, tu sais, de dire ça quand tu es à la tête de la province, puis que tu as toutes les ressources, les meilleurs médecins pour toi, l'argent, tu as tout. En partant, c'était n'importe quoi. Puis ils l'ont échappé. Puis là, ben, c'est sûr qu'ils n'en veulent pas de commission d'enquête, là. Parce que ça va sortir. Puis si ça sort, ils sont faits. Ils ne seront pas réélus, mais quand les gens vont les... Mais c'est ça qui est l'affaire. Moi, c'est le genre de choses que je trouve qu'il faudrait qu'ils sortent avant les élections pour être fair, là, ça va être comme ça. Retiens sur quoi on est, parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on parle, fait que je vais prendre le temps de remercier les gens qui sont à ma TV Outaouais. Merci d'avoir été avec nous autres. Il faut aller sur notre chaîne YouTube pour la suite de l'entrevue. Sinon, on est diffusé en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et aussi SoundCloud. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit à une prochaine émission. Mais c'est ça. Fait que pour les prochaines élections, c'est la moindre des choses d'être transparent. Moi, c'est ça. Tu sais, je respecte le choix de tout le monde, puis c'est correct. Oui, la démocratie, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, peux-tu croire que ton gouvernement essaie de bloquer l'accès à l'information aux différents médias? Puis des gros médias, on parle de Radio-Canada. Si t'es Radio-Canada et t'es pas capable d'avoir les documents qui sont supposés être accessibles, là, ou que t'es là puis qui sont à 90% tous censurés, là, ça n'a aucun maudit sens. Hein. Mais puis je te prédis qu'ils le donneront jamais. Parce que ils gèrent comme ça depuis 4 ans. C'est juste que là, ça commence à sortir. Ouais. Puis c'est plate. Mais puis s'il sort ça, il ne sera pas réélu. J'ai lu là, qu'il n'y a jamais eu tant de budget qui ont été remis à des firmes de sondage, des firmes de consultants externes, des millions, là, puis des millions, puis des millions donnés à des firmes qui font juste conseiller les ministres ou les décisions ministérielles. Ce gars-là, là, il a une grosse anguille sur roche, puis on va le savoir peut-être un jour, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais en ce moment, c'est évident que si ça sort, il est fait que ça ne sortira pas. Je pense que non. À moins que quelqu'un le coule, puis que là, à un moment donné, ça sorte. Mais il manipule aussi les médias traditionnels. C'est encore le plus gros client de tous les médias traditionnels qu'on connaît, là. TVA, le Journal de Montréal, le Journal de... Name it, là, les gros médias traditionnels, puis qu'il a donné des subventions pour les sauver, c'est tout le plus gros client, c'est le gouvernement du Québec depuis les 2 dernières années. C'est le client A. Ben, je croirais. Ben, les 2 dernières années, c'est clair, puis je peux en témoigner, là, puis on ne se le cache pas. Nous autres, on fait partie de ceux qui on est des diffuseurs, là, les médias communautaires de toutes les pubs COVID. Puis ça a été des années records au niveau des publicités. On a eu des budgets, hein? Oh, oui, puis tu sais, à un moment donné, là, moi, je suis en affaires, je suis dans 9 entreprises, chaque semaine dans 9 entreprises aujourd'hui. Quand ton client A, là, qui t'en donne tellement plus que les autres, là, c'est de la bullshit de dire qu'il n'y a pas une attention particulière, il n'y a pas des privilèges. C'est pas j'ai envie de... Peut-être, mais moi, je connais des gens qui sont en journaliste, puis j'en côtoie régulièrement, là. Puis mon feeling, c'est qu'ils font
le bon travail le plus honnête possible. Par contre, c'est sûr que il y a une ligne éditoriale maintenant dans les médias, c'est clair. Là. C'est moins évident au Québec, là, mais aux États-Unis, tu le vois, ils s'en cachent même plus. Là. Exactement. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, il y a une influence. Puis c'est la seule façon de contrer ça, aux États-Unis, là, les gens ils vont critiquer, mais tu as deux grands partis, tu as deux grandes idéologies, et ils fightent, là. Puis ils fightent solide, là. Ouais. Quand tu pognes CNN puis Fox News, là, je sais pas si tu écoutes ça un peu, Oh, là, ouais. puis ça s'attaque là, comme C'est débile. direct. Là, puis au Québec, on n'a pas ça. Non. Mais ça serait peut-être bénéfique que ça soit comme d'avoir peu. un petit peu quelque chose, une contrepartie dans le fond. Ouais. Ben oui, puis là, tu as vu, le d'accord. gouvernement là, veut pas pénaliser, mais charger des frais aux plateformes comme Facebook, YouTube et tout ça pour les redonner aux médias traditionnels sous forme de subvention. Fait que là, ce qui va arriver, il va encore nourrir son... Puis, tu sais, moi, je suis en marketing, tu vas dire, peut-être que... Mais moi, là, je suis un de ceux qui pensent que les médias mènent le monde. L'info est communiquée par là, je veux dire. Puis la preuve, c'est ce qui se passe en Ukraine et en Russie. On l'a pas, la vérité. On la connaît pas, la vérité. C'est pas vrai. Je dis pas que c'est pas vrai, mais on sait pas si c'est vrai. Puis on se forge une opinion. Le Québec, en fait, les médias traditionnels nous ont mis dans la tête que Poutine, c'est le méchant, right? C'est le méchant. Puis il a fait des choses pas correctes. Mais quand tu vas lire un peu l'histoire de l'Ukraine, ça fait des années. Là. Puis l'Ukraine, là, c'est pas des enfants de cœur. Puis ils en ont tué du monde là, dans Donbass. Puis tout ça. Va fouiller. OK, ça, je sais pas. Non, c'est capoté. Là. C'est un pays de guerre. C'est des pays en guerre. Ça fait des années. Tuer du monde, agresser des femmes, agresser des enfants, ça fait partie, eux autres, de la réalité de ce coin-là. Et moi, ce que je reprochais, c'est de qu'on s'en mêle. Parce que là, lui, là, Poutine, là, il a le doigt sur la bombe. Là. Puis il n'a pas peur, lui. Il doit... Si on est pour la clé au mur, là, lui, là, il a peur de rien. Ouais. Et je trouve que des fois, on n'a pas la vraie info pour se faire une vraie bonne opinion. Puis je dis pas que c'est bon ce qu'il a fait, là. C'est pas bon, là. La guerre, ça mène à rien. Ouais. Puis Poutine, c'est probablement un des pires. Mais je suis pas prête, moi, à demain matin prendre position si de façon irrévocable, puis comme, oui, aide les gens au plus vite qui sont dans le... Mais en Russie, là, on va apprendre qu'il se passe des affaires et tout à un moment donné. Là. Je suis convaincu, moi. Puis on n'a pas fini. Le monde ne le voit pas arriver, là, mais la Russie, 30% de tout ce que l'Europe consomme comme gaz, puis gaz naturel, vient de la Russie. Ouais. L'Ukraine, là, ils ont un nickname qui est le grenier de la planète. Parce que... c'est un des plus gros producteurs de blé, puis la Russie, l'engrais qui fait pousser... nos jardins, et là, il va y avoir une pénurie. Là. Ça ne produit plus en Ukraine. Là, puis la Russie, là, l'engrais, ils n'en vendent plus là, à l'Occident. On est les méchants pour eux autres. Puis ils ont signé des ententes avec la Chine où la Chine va tout acheter pour les 30 prochaines années. Fait qu'eux autres, ils vont rouler pareil. Et là, nous, en s'en mêlant puis mettant des sanctions, je pense qu'on se tire dans le pied. Puis ma prévision, c'est que d'ici 2030, il va y avoir deux puissances. Il va y avoir l'Occident encore, les États-Unis, mais l'alliance de Chine, Russie puis l'Inde va devenir une deuxième puissance. Ah ouais. C'est ma théorie, moi. Puis vous allez voir que le US dollar, là, qui était la puissance depuis 100 ans, il va y avoir une compétition. Puis ça ne sera plus juste le US dollar. Nous, on est le petit frère des Américains. Fait qu'il faut que les Américains s'en sortent. Sinon, on va couler qu'eux autres. Si le bateau coule aux États, on va couler qu'eux autres. Ouais. Mais je suis plus sûr qu'on va avoir ça facile comme dans les derniers 100 ans. Okay. Je suis pas sûr. Puis tu regardes mais tu parlais, je sais que tu as vu, ben là, tu as fait un podcast que j'ai commencé à écouter, mais je ne l'ai pas fini. Non seulement tu parlais d'une récession, tu parlais d'une dépression. Absolument. C'est à cause de cette situation-là? Ou... Oui. En ce moment, là, quand tu as une puissance mondiale qui était les États-Unis depuis toujours, toutes les transactions à travers le monde commerciales se passaient en US dollar. Mais pour la première fois, là, à cause de ce qui se passe en Russie, il n'y en a plus de US dollar. Là. Puis là, la Chine a fait la même chose. Là, ils veulent se débarrasser. Il faut comprendre que là-bas, là, on est les méchants. Le temps là, d'avoir... Il y avait un deal qui était signé dans le temps de George Bush, le père, puis Gorbatchev, qui disait quand que l'Allemagne, là, ils se sont réunifiés, là, ils ont encore, ils ont détruit le mur de Berlin. L'OTAN a dit l'Allemagne va faire partie de l'OTAN. Puis on a un deal avec vous autres, on n'ira jamais plus à l'est que ça, vers la Russie. L'OTAN, c'est fini après l'Allemagne. Quand il y a eu la chute de l'URSS, l'OTAN est allé chercher un paquet d'autres pays.
Et c'est pour ça que Poutine, apparemment, était dans la pièce avec Gorbatchev comme son général de quelque chose. Puis lui, il a entendu George Bush dire le temps n'ira pas plus loin que ça, puis on va vous laisser à la paix. Mais ça, j'imagine que ça n'a pas juste été dit, ça veut dire quelque chose d'écrit, signé. C'est ça la gamique, c'est que ça n'a jamais été signé. Les documents n'auraient jamais été signés. Et Poutine lui dit on a crevé de faim pendant 10 ans. Le peuple russe a crevé de faim pendant 10 ans. Moi, j'ai rebâti ce pays-là dans les 20 dernières années. Et je ne sais pas si tu savais, mais je disais tantôt que la Russie vend 30% du gaz en Europe est fourni par la Russie. Le hic, c'est que toutes les pipelines passent par l'Ukraine. OK. C'est ça la game. Puis Poutine a dit, si l'OTAN vous embarquez l'Ukraine avec vous, vous avez mes pipelines. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver rendu là? Et ils vont contrôler le prix du gaz. Et là, la Russie est faite. Fait que lui, Poutine, il dit, vous nous avez... La chute de la Russie, il nous blâme, les Américains. Là, je nous considère l'accident. Là. Et là, il dit, si là, vous continuez de vous approcher, vous ne respectez pas votre parole d'il y a 30 ans, on a crevé de faim pendant 10 ans, puis l'Ukraine, c'était l'ancienne URSS, là, by the way. Là. C'était toute l'ancienne URSS, ça, là. Ils se sont séparés, ils sont devenus les communautés indépendantes, là, le CEI, et là, ils se sont bâtis. Mais les pipelines passent toutes en Ukraine. Et c'est ça que Poutine, il ne peut pas accepter. Parce que s'il accepte ça, c'est son peuple, ils vont avoir un autre 10 ans de famine en Russie. Ça va être la chute de la Russie. Fait que lui, là, il dit, je fais quoi, moi? Je fais quoi? Puis il dit, à l'OTAN, je vous demande juste une affaire. Restez sur votre bord avec votre gang, avec l'Europe. Laissez-nous, nous. Puis l'Asie, ça rend avec nos Qu'est-ce que l'OTAN va chercher là-dedans? Là? C'est ça que je ne saisis pas dans ce que tu expliques. C'est parce que l'OTAN veut le contrôle. Puis il faut comprendre que l'OTAN est géré par les Américains. C'est eux qui runnent le show. Mais quand ils vont là puis qu'ils peuvent avoir l'Ukraine Parce que tu sais que le deal est simple. Si vous faites partie de l'OTAN, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ton armée, tout ça. Les Américains et l'OTAN te protègent. Tu es sous la protection de l'OTAN. Ouais. Donc, mais en échange, écoute, il y a des deals qui se signent. Fait que là, imagine, là, l'Ukraine, membre de l'OTAN, contrôlée par les Américains, ils vont prendre contrôle de tout ce qui est les produits naturels comme le blé, le ça. Puis là, ils vont dire les pipelines, hey, ça passe chez vous, ça? Charger une taxe à la Russie ou baissez-nous le prix. Et c'est ça que Poutine ne veut pas. Mais qu'est-ce que l'Ukraine aurait à gagner de ça, de s'allier à l'OTAN dans ce cas-là? Autre que la protection, mettons. Bien, c'est parce que, puis là, encore là, c'est une théorie, mais le président Zelensky, là, je ne sais pas si tu as connu un peu son histoire, c'est un humoriste à la base de carrière, ce gars-là. Ouais. Et ce gars-là a créé un show, un peu à la petite vie comme on a au Québec, là, au District 31. Écoute ça, là, un show, puis c'est pas des farces, allez vous renseigner. Un show où il joue le rôle d'un humoriste qui devient président de l'Ukraine. Ah ouais. Il a joué cette émission-là, ça a joué. Et c'est comme ça qu'il a été élu. Et là, il y en a qui pensent que c'est tout un show monté par les Américains et l'OTAN. Et que lui serait positionné là, comme ils ont positionné ça ne serait pas la première fois qu'ils feraient les Américains. Ils l'ont fait ça, partout. Ouais. Ils l'ont fait partout. Ouais. Donc c'est qui les méchants? C'est-tu les Américains, puis l'OTAN, puis nous par la bande? Donc, tu sais, quand je dis qu'on n'a pas toute l'info, puis moi, cette info-là, je ne peux pas la trouver en Amérique. C'est sur des médias européens que j'ai trouvé ça, asiatiques, des chaînes de là-bas. Puis là, tu vas sur des sites où est-ce que c'est pas ta langue, mais tu translates. Mais moi, parce que j'en parle dans l'actualité, j'aime avoir les vraies affaires zéro bullshit. Mais tout ce que je te dis là, le Zelensky, c'est un show à la télé à toutes les semaines en Ukraine. Il jouait le rôle d'un humoriste qui va devenir président de l'Ukraine, puis il va être le plus populaire, puis il va être... Oui. Puis après ça, les élections arrivent, il se présente contre un gars qui est un peu un ami de la Russie, parce que c'est tous des pays qui ont des ententes avec la Russie. Et il bat l'ami de Poutine. Il devient élu. Pendant 2 ans, ça a guerre, ça marche plus, il veut joindre l'OTAN, puis là, c'est là que Poutine, il dit « Wow, toi, là, qu'est-ce que c'est ça, le clown? » Et c'est là, puis Poutine, c'est pas nouveau qu'il dit à l'OTAN et à Zelensky et à l'Ukraine, va pas avec l'OTAN. C'est comme ta conjointe, tu dis, hey, va pas souper avec lui, ça marchera pas. T'avertis, sinon t'es dehors. Puis ils l'ont fait. Donc, c'est ça. Puis je dis pas que c'est correct. Moi, j'ai pas d'opinion. C'est pas correct de tirer des bombes sur des gens. C'est pas correct d'agresser des femmes, des enfants. Fait que c'est un bandit, lui, tout.
Mais il y a une bullshit, on dirait, Ouais. que je file. Puis c'est ça que je trouve déplorable, qu'on n'a pas la vraie histoire pour se faire une vraie tête, une vraie opinion. Mais c'est clair, les médias européens, ça, ils ont toujours eu beaucoup plus d'ouverture à montrer tout le vrai portrait. Moi, j'ai toujours dit, Oui. ça date du temps que j'étais au cégep. Là, je me souviens, on avait des cours de philo, puis on parlait de ces affaires-là. Puis je disais que si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, c'est pas Radio-Canada, je veux savoir. Absolument. Ça va être, tu sais, il y avait TV5 dans ce temps-là qui passait, puis je disais, tu vois toute la merde. Je me souviens pas c'était quoi, là, c'était les conflits de cette époque-là, là, mais tu sais, puis ils ne gênaient pas, eux autres, de montrer des images comme qui te bouleversent, tu sais, là. Absolument. Puis pour le mieux ou le pire, là, je sais pas, là, parce que c'est pas cool là, de voir les affaires de même, mais en même temps, ça m'a tellement frappé, puis ça m'a emmené sur un chemin de comprendre que OK, mais c'est pas juste ce que je vois à télé le soir qui est la réalité. Là, ça, là, je savais pas que ça existait, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'écoute toujours les médias européens. Puis, entre autres, eux autres aussi, ils sont bien ouverts au débat. Puis, des débats, Ah oui. des fois ça devient houleux, là, tu sais, mais c'est quand même respectueux, là, tu sais. Tu as le droit de donner ton opinion, tu sais. La censure, c'est plus difficile là-bas, là, comparé à ce qu'on a pu voir dans les dernières années, là. Ben, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est comme si on n'a pas le droit d'y aller. Pourtant, un débat, là, ça le dit. On va se débattre. Fait qu'il va y avoir un combat. OK? Ah. Avec respect. Faut pas. On n'est pas à l'époque où on va se taper à la gueule. Là, mais Non. regarde, j'ai un autre exemple. Pierre Poilievre puis Jean Charest, là, ils se sont Ouais, poignés là, j'ai vu les hier. articles Là. passés, mais je l'ai pas lu encore. Ils se sont poignés, là. Puis... Mais moi, j'ai écouté le débat, là, j'ai vu. Puis honnêtement, j'haïs pas ça. Dites-vous les vraies affaires, zéro bullshit. Puis ça a levé le ton, mais là, j'écoutais les médias traditionnels, le Bernard Drinville, bien insulté de tout ça. Hey, on peut-tu débattre? Tu sais, on peut-tu? Puis oui, si on s'enflamme un petit peu, ah ouais, go! Vide-le ton sac. Tu sais, moi, je suis du genre à vide-le. Ah ouais, crash. Puis après ça, par exemple, c'est le dossier, il est jasé, il est clos, on passe à un autre appel. Ouais. Ici, c'est comme s'il faut toujours là, marcher sur des œufs, puis Oh, faire attention, mettre des gants blancs. Moi, je suis pas ça, puis c'est ça un peu mon podcast. Il y a des fois, là, je me prive pas. Si je suis craqué, là, puis je t'entends, là, ben, moi le dire, puis je m'en fous, vous me jugerez, puis ou allez voir ailleurs. Tu sais, c'est... Et effectivement, l'Europe est beaucoup plus évoluée que nous autres à ce niveau-là. Puis c'est beaucoup moins il y en manipulé. a, il y en a des shows de débat, là, Oui. un peu un autre. Ben là. oui. C'est comme, je pense que c'est un produit là-bas. Là. C'est ça qui vend, puis en tout cas, du moins en France, là, moi, je regarde beaucoup qui sont en France. Là, Puis fais-je regarder la réplique. Tu sais, tout le monde en parle, ce que c'est devenu, comment Ouais. c'est décevant. Ouais. À la base, c'est une émission française, tout le monde en parle. Oui. Puis c'est un débat, puis il n'y avait jamais... Puis le but, c'est de dire, on va parler de ce que tout le monde en parle. Mais il n'y a jamais une entrevue qui pouvait se passer sans que tu aies une opinion A, puis l'opinion inverse. Tu regardes, là, Guy Lepage, là, c'est triste et désastreux d'avoir un temps d'antenne aussi important, avec une aussi grosse auditoire, puis de jamais être capable de traiter les deux bords de la question convenablement. Tu sais, je veux dire, puis c'est triste, puis ça juge, là. Ouais. Hey, des fois, j'écoute ça, puis je suis comme, j'aimerais ça être là. Puis juste, il est dur sur du monde, des fois, tu sais. Puis dans le fond, c'est ton invité. Moi, je me dis, laisse-le exprimer, lui, son opinion. Puis, en tout cas, puis le seul que j'ai vu, là, que j'ai trouvé qui était dur dessus, c'était du M, là, quand il était allé. Puis j'ai dit, tabarouette. Tu sais, à un moment donné, là. J'aurais aimé ça être là, moi, avec du M, parce que, hey boy, moi, je t'aurais. Tu sais, à un moment donné, là, puis il y a un petit ton, si je pourrais dire, Ouais, c'est condescendant. Il se prend, il pète plus haut que le trou, là, lui, là, puis, hey, pour vrai, je le ramènerais, là, moi, là, puis je dirais, hey, champion, là, toi, dans Westmount, là, t'es peut-être le king shit, là, mais pour vrai, là, t'es pas. Ouais, mais t'es pas, parce que c'est ça, il y a d'autres choses aussi, là. Mais des fois, je trouve que quand certaines personnes comme lui, peut-être, puis c'est mon observation personnelle, là, je dis pas que c'est ça, là. Mais on dirait que lui ou tu sais, des gens qui sont hauts dans les médias ou qui deviennent tellement populaires, et la même chose en politique, tu viens déconnecter du vrai monde à un moment donné. Tu sais plus c'est quoi la réalité du petit monde. Tu sais pas c'est quoi, toi, je sais pas, moi, d'être une serveuse monoparentale, que là, tout est resté aux femmes, puis t'es plus capable de travailler, puis t'es dans la merde. On dirait qu'ils, tu sais, ils vont te dire que oui, là, mais tu sais-tu dans tes tripes c'est quoi vivre ça? T'sais, on dirait qu'ils ne savent plus. T'es loin de ça, le rendu là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que c'est là où le bas blesse en ce moment, parce que même, tu sais, je pourrais même dire ça, je pense, sincèrement, moi, quand j'ai voté François Legault, là,
Je pensais que c'était un qui était terre à terre. Puis tu vois que dans sa personnalité, je pense qu'il l'est probablement encore. Je pense que dans sa maison, là, c'est un bon Jack. C'est un bon Frank. Je suis convaincu. C'est le feeling que j'ai, en tout cas. Je pense pas que c'est un gars qui pète plus haut que le trou, puis pourtant, c'est riche de fortune, ce gars-là. C'est plein aux arbres. Mais effectivement, je pense que quand tu tombes dans l'engrenage puis dans la machine, c'est là que si tu n'as pas quelqu'un pour te ramener ou de te mettre devant les... Tu sais, là, François Legault, là, il arrête son debriefing le matin, là. Ben, c'est son monde qui vont y mettre d'en face, qui veulent y mettre d'en face. Puis je suis convaincu qu'il n'y a pas trop l'heure juste. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que des fois, il doit se faire influencer à prendre des décisions qui sont peut-être plus ce qu'il a peut-être déjà été. Pas sûr, mais... Puis je pense que quand tu arrives là, je me questionne à savoir, t'es-tu pris avec la vague? T'es-tu pris dans la vague? Ouais. Alors non. Puis dans le fond, il fait... Moi, j'ai toujours trouvé, moi aussi, comme toi, que il a l'air d'un gars sincère, tu sais, puis la façon qu'il parle aussi, tu sais, ça, je pense que le monde l'aime, là. Il va parler, tu sais, il pète pas plus haut que... Tu sais, c'est comme toi puis moi, on parlerait, là, tu sais, puis je pense que ça rejoint les gens. Puis tant mieux, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Tu te dis, écoute, des fois, j'arrive pas à comprendre, tu sais, c'est comme toi. Puis moi, toujours me posais des questions. Mais d'un autre côté, quand les gens disent, tu sais, il fait du mieux qu'il peut, j'ai tendance à dire, être d'accord avec ça aussi, tu sais. Je me dis, c'est pas évident de te retrouver dans cette situation-là non plus, là. Moi, la seule place où je trouve que il fait du mieux qu'il peut, pour moi, me satisfait plus, c'est quand tu essaies d'enlever la parole à celui qui pense pas comme toi. Ouais, ça. Et ça, je trouve qu'il l'a trop fait. Tu sais, moi, je vais donner un exemple, là. Moi, j'aimerais ça faire partie de ces 3 ou 4 conseillers, puis d'être l'envers de la médaille tout le temps. D'être celui qui pense pas comme lui. Et j'ai l'impression qu'il est entouré de gens qui pensent comme lui. Donc, que toute l'information qui devrait se faire dire pour au moins avoir une réflexion, tu sais, pourquoi il était assis à côté d'Arruda, puis après ça, celui par intérim, là, pendant 2 ans, à tous les jours, puis que là, à 6 mois des élections, d'un coup, là, il louait plus. Pourquoi que il nous parlait à tous les 2 jours, là, hey, portez votre masque, il faut faire attention, puis d'un coup, à 6 mois des élections, il n'est plus là. Mais il y a quelqu'un dans son entourage qui a dit... C'est assez, là, Frank, là, ça ne marchera plus. Là, là c'est fini. Puis là, si on n'enlève pas le masque là, avant mai, puis l'été, puis si le monde n'a pas une belle été, là, ça va brasser aux élections. Et c'est là où je trouve qu'il a échappé. Puis que là, il a fait du mieux qu'il peut, pour moi, me satisfait plus, puis plus suffisant. Ouais. Je te propose de sortir de la politique parce que je trouve que faut qu'on parle de crypto. Là, puis, oui. Moi, j'essaie de comprendre. Oui. J'ai lu, tu sais, quand ça a commencé. Mais ça quoi, ça fait une dizaine d'années à peu près ça a commencé? 2009. 2009, bon. Ouais. Tu sais, puis j'ai commencé à en voir, tu sais, je disais là-dessus, puis j'essayais de comprendre, puis encore, I guess parce que j'ai pas la patience non plus avec les chiffres, ces affaires-là. Moi, je suis pas comme toi, là, au niveau de l'économie, là. Mais j'ai comme lâché prise, puis je disais, un jour, je vais peut-être comprendre, mais premièrement, comment ça a commencé, puis c'est quoi exactement? Est-ce que ça se dit de l'expliquer? Est-ce que ça se fait l'expliquer simplement? Oui, je pense que oui. Je pense qu'à la base, tout ça est né à cause de la... Puis je ne reviendrai pas dans l'histoire là, de la monnaie, puis des systèmes financiers. Là, on va essayer de rendre ça bien simple. À la base, en 2008, il y a un crash immobilier aux États-Unis. Right? Pour s'en sortir, les Américains printent du cash. Et si vous vous rappelez, là, ils printent tellement d'argent puis il y en a qui vont se reconnaître, le dollar canadien est devenu égal avec le dollar américain, il est devenu pair. Tu sais, le monde disait ça. Moi, mon père disait ça. Hey, l'argent est pair, on devrait acheter de l'argent américain. Et ça, c'est parce qu'ils avaient fait déprécier la valeur de leur monnaie, les Américains, en printant du cash comme ils ont fait. Okay. Et quand tu fais ça dans un pays comme les États-Unis, après 10 ans, ils vont être capables d'avoir... C'est comme si le cash te printé qui a fait déprécier ta valeur, parce que tu as tellement une économie forte et beaucoup de monde... après quelques années, puis on l'a vu, le dollar canadien a baissé. Donc, le danger avec ça, c'est que tu peux refaire ça à répétition après. Et les gouvernements et les banques ont compris ça. Puis quand les gouvernements... Ça s'était jamais fait avant, c'est ça? Ça s'était déjà fait, mais jamais autant. OK? Ça s'était fait à petite échelle depuis... Puis depuis
les 50 dernières années, il y a bien des pays d'Europe qui critiquent les Américains pour ça. Parce qu'ils disent, vous printez de l'argent, puis ça, c'est pas bon. Maintenant, quand est arrivé le crash, puis qu'ils ont printé de l'argent, puis tout ça, il y a un gars qui a dit, le problème de tout ça, il y a 2 gros problèmes. C'est que c'est le gouvernement qui décide tout seul, puis c'est les banques qui héritent de l'argent, puis qui la spread comme ils veulent, et qui nous chargent les frais qu'ils veulent pour qu'on ait droit à l'argent. Et ce gars-là, il a écrit ce qu'on appelle un white paper, un genre de document de 9 pages qui dit, moi, là, je voudrais créer un programme informatique qui en fait, là, serait géré pas par un gouvernement, mais un paquet d'ordinateurs connectés entre eux autres par l'Internet. OK. Et à chaque 10 minutes, mais qu'on paye supplé, à chaque 10 minutes, on va envoyer une question mathématique, bien compliquée. Puis l'ordinateur, que lui va pitcher un paquet de réponses potentielles, le premier qui tombe sa réponse, on lui donne un boni, on lui donne un cadeau. Puis on refait ça aux 10 minutes. Le premier... Le premier qui trouve... C'est comme si on est moi, toi, là, OK? Puis Sylvain, là, qui était la régie, là, puis on se dit, OK, on recommence, là, bon, à pile, là, à 5 heures, là, je pose une énigme, le premier qui trouve la réponse, j'y donne un cadeau, OK? Puis ça va être des coins. Et ça, c'est ce qui était le Bitcoin. OK. Et ce gars-là s'appelle Satoshi Nakamoto et il a envoyé ça dans un petit forum de petits whiz Internet puis il a dit, on serait-tu capable de builder ça? Un programme informatique que quand on va peser sur Play, il va envoyer une question mathématique puis les ordinateurs qui vont pitcher des potentiels de réponses, le premier qui l'ont, il donne 50 bitcoins. Ça a commencé comme ça. Puis aux 10 minutes, on recommence ça. Et ce phénomène-là, où est-ce que quand tu cliques Play, puis que la question est envoyée, puis que les ordinateurs donnent plein de réponses, puis que, à un moment donné, quelqu'un là, puis il se fait donner 50 bitcoins, puis qu'il recommence aux 10 minutes, c'est ça qu'on appelle la blockchain. OK. Donc là, tout ça roule par ordinateur, décentralisé. Il n'y a personne qui a le plein contrôle qui peut dire, hey, non, c'est moi qui gagne, c'est moi le gouvernement, fait que c'est moi qui gagne les 50 bitcoins. Non, c'est le premier. Parce que le programme dit c'est le premier qui trouve la réponse. Et là, après ça, ce génie-là, Satoshi Nakamoto, qui, selon moi, c'est probablement le génie des 100 dernières années économiquement, lui, il a dit là, il faut empêcher l'autre erreur du gouvernement, c'est qu'il en print. Il en print, puis il en print, puis il en print. L'argent quand il veut, comme il veut. Il dit, ben moi, on va jouer à ce jeu-là, on remet 50 bitcoins aux 10 minutes, mais moi, je vais m'assurer qu'il n'en print jamais plus que 21 millions. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins donnés. Okay. Et pour m'assurer que ça persiste dans le temps sans qu'il y ait une trop grosse inflation, à chaque 400 000 tours, blocs qu'on appelle, à chaque 10 minutes, c'est un bloc de la blockchain. À chaque 400 000 tours, qui est l'équivalent à 4 ans, on baisse la récompense de moitié, qu'on appelle le halving du bitcoin. Okay. Fait que là, on joue aux énigmes, aux 10 minutes. Oh, tu as gagné la première énigme, 50 bitcoins. OK, buddy. Oh, on refait l'énigme, Sylvain la gagne, 50 bitcoins. Puis on joue de même pendant 400 000 blocs, l'équivalent de 4 ans sans arrêt aux 10 minutes. Là, arrive 400 000 blocs. Oh, là, c'est plus 50 bitcoins qui sont donnés. C'est 25. OK, on continue. Pendant un autre 4 ans. Oh, 12,5. Ah, 6,25. 6,25. Ça, c'est à partir de même, là. Fait que ce monde-là. Mais là, à un moment donné, il y était 13 créateurs de ce programme-là. OK? Qui ont été les 13 premiers à la blockchain. Mais là, ils ont dit, hey, t'as un ordinateur chez vous, toi? T'as-tu de jouer? Hey, toi, t'as-tu de jouer? Toi, t'as-tu de jouer? Ah, on va créer des pools d'ordinateurs parce que plus qu'on est à donner des réponses, on est ensemble, puis on split les 50 bitcoins. Et là est né les pools de miners. On appelle ça des miners, comme des mineurs. Okay. Et à un moment donné, il y a un gars qui était dans le top, qui jouait, puis qui avait ramassé des bitcoins. Il dit, moi, là, OK, je suis tanné. Je vais les vendre, mes bitcoins. Qui les veut? Et c'est là que ça a pris une certaine valeur. OK, moi, t'es acheté, moi. Moi, t'es acheté, moi. M'a donné 2 cents chaque bitcoin. Et il y a eu des échanges entre les fondateurs au départ, des ventes. Mais là, c'est juste en in and out. Puis tout ça s'envoie par des codes informatiques, des wallets crypto. Et là, ben ça, c'est né. Et à un moment donné, il y a un qui était un miner, qui lui a loué le local à côté de Wall Street. Il a mis une grosse enseigne, il a dit Bitcoin, vous pouvez ici acheter des Bitcoins. Ça a fait une révolution. Les gens, ça devenait mainstream. Qu'est-ce que c'est ça, le Bitcoin? À ce jour-là, le Bitcoin, il vaut rien, là.
Ben, c'est ça, j'essaie de comprendre. Comment est-ce que ça peut avoir de la valeur? Je comprends pas. C'est ça, mais c'est tout un phénomène d'offre et de demande. Là, quand lui, il ouvre son bureau puis il dit, vous pouvez venir acheter des bitcoins, j'en ai trop. Ça fait 4 ans que je mine, je n'ai trop, là. Fait que moi, j'ai essayé ça des ventes, moi. 1 cent chaque ou 10 cents chaque. Mais là, ça a commencé à se parler. Puis là, ben, hey, moi, j'en veux un. OK, il m'a en acheté pour 1000$. Puis là, Colin, lui de 1000$, hey, moi, m'en revendre. Puis là, ça a pris de la valeur, 2$, 3$, 5$. Puis là, il y a eu la première transaction d'un gars qui était un miner qui a dit, moi, là, essayé ça, la pizzeria du coin. Moi, t'achetais, je voudrais 2 pizzas, oui. Je t'envoie 10 000 bitcoins. Il a dit, moi, j'ai entendu parler de ça, mais envoie-moi ça. Première transaction de commerce en bitcoin. C'était une pizzeria pour vrai? Absolument. Okay. Absolument. C'est une pizza. 10 000 bitcoins. Hey, la pizzeria, là, il est riche aujourd'hui, mais le gars qui a payé, lui, il en a perdu. Mais c'est un miner. Alors, tout ça s'est développé comme ça. Puis là, au fil du temps, là, les gens ont découvert, hey, c'est un programme qui roule tout seul, qui est géré par des ordinateurs, c'est pas des voleurs. On ne peut pas en printer plus. Puis, il y a un système dans le programme anti-inflationnaire parce que la récompense à chaque 400 000 blocs est diminuée de moitié. Et là, il y a des gens qui ont commencé intelligents à dire, hey, c'est-tu pas l'invention du siècle, ça? Puis là, ils ont comparé ça à l'or. Parce que l'or, c'est un peu le même phénomène. C'est une matière rare qui a une certaine limite. Et là, ils ont dit, mais c'est encore meilleur que l'or parce que ça n'a pas de poids, il ne faut pas que tu la caches, tu ne peux pas l'entreposer. C'est facile, un bitcoin. Et là, parce que avant, dans le passé, il y avait le gold standard, où est-ce que le dollar américain... Ouais, ton billet de dollar, ça voulait dire que tu as tant d'or à la banque. Exactement. C'était 30 $, l'once d'or. Fait que tu avais 30 billets. Tout le temps, tu avais tout le temps une once d'or backée sous la réserve, la Fed aux États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis sont devenus la puissance, parce que chaque dollar, on savait qu'il valait quelque chose. Mais quand les Américains, puis c'est Nixon qui, en 74 de mémoire, ou 71, il a dit, c'est fini, on ne back plus par l'or. Et là, les gens disaient, hey, peut-être qu'on devrait backer par le Bitcoin. Et moi, là, je te jure, là, en 2022, j'étais à la Mimi, je reviens de là, ça fait pas longtemps. Et là, il y a des pays sous-développés, comme le Venezuela, comme au Venezuela, où ces pays très, très sous-développés-là, gérés par des dictateurs, ils ont tellement printé d'argent, les gouvernements, que le peuple, c'était plus payant, s'il faisait froid un soir, de brûler le cash dans le poêle que de partir l'hydro. Imagines-tu? Parce que l'argent vaut rien. Okay. Puis tu sais, si on s'en va au Mexique ou à Cuba, là, ben t'as quoi, 25 pesos pour une pièce. Ben, le peso vaut 20 fois moins que le dollar canadien, mais pourquoi? Tu sais, c'est parce que le pays en a trop printé, parce que le pays n'a pas les mêmes, il n'y a pas le même PIB, puis tout ça. Puis là, c'est des... Mais à la base, là, tu as une monnaie qui devient universelle, puis qui n'est pas manipulée par aucun gouvernement, puis qui a un max qui va être printé. Et là, cette technologie-là de blockchain, il y a un autre gars, OK, Vitalik Buterin, il a dit, hey, si on est capable de faire ça avec un petit jeu puis donner des récompenses de Bitcoin qu'on compare à l'or, on serait-tu capable de le faire avec des programmes informatiques? On serait-tu capable comme de builder un blockchain qu'au lieu de juste un petit jeu de devinettes là, mathématiques, il pourrait faire des actions. Exemple, une compagnie aérienne, OK, on s'en va en avion, moi puis toi, puis s'il y a un retard, on s'est pris une assurance. Comme moi, quand je suis allé à Miami avec ma conjointe puis que j'ai pogné la COVID, j'avais pris une assurance. Mais là, quand moi, là, j'ai été diagnostiqué COVID, je peux prendre mon vol, il faut que j'appelle l'agence. Il faut que quelqu'un de l'assurance me connecte avec Air Canada. Là, il faut que je prouve que le vol, je ne peux pas le prendre. J'ai ma preuve. Là, il faut qu'il me rembourse, trouve un autre vol. C'est du monde, c'est du temps, c'est de l'argent. Il pourrait exister un programme que... supposons, puis je vais donner l'exemple encore plus actuel. Sunwing, on a entendu parler. Là, il y a eu des retards dernièrement, puis tout avec Sunwing, puis le monde capotait. Mais là, ils ont créé un programme sur le blockchain qui, c'est bien simple. Tu achètes ton billet d'avion, si tu achètes l'assurance est sur le blockchain et elle, là, elle exécute un smart contract, qu'elle appelle. Des contrats intelligents, automatiquement, faits par la blockchain. Là, si, exemple, on achète le vol, puis là, l'assurance dit si le vol est en retard de plus de 4 heures, on te rembourse 20 %. Si le vol est en retard de plus que 8 heures, on te rembourse un autre 20 %. Et là, ça, c'est écrit dans le contrat. Mais là, au lieu d'avoir une feuille de papier, c'est dans le blockchain. Donc, dès que l'avion ou à l'aéroport, ça dit 4 heures, paf, tu reçois le lendemain le transfert bancaire de 20 %. Plus besoin de staff,
plus besoin de rien, c'est le blockchain. Et ça, c'est des smart contracts. Et pour que les ordinateurs opèrent tout ça, parce que c'est des ordinateurs qui opèrent ça, ils sont récompensés avec un coin qui s'appelle Ethereum, qui est le deuxième plus gros coin. Tu as déjà entendu Ethereum? Non, je n'ai entendu. Bon, Ethereum, c'est le deuxième plus gros coin. Ça vaut 3000 $ US. OK. Et ça, je peux le comparer au pétrole. Si on compare l'or, le Bitcoin à l'or, Ethereum, c'est le pétrole. Le pétrole, quand ils ont découvert le pétrole, là, ils ont dit, hey, on peut tout créer un paquet d'affaires avec ça. On peut créer des moyens de transport, un auto, une voiture. On peut créer des usines de montage. On peut créer des avions. On peut créer des articles. Le pétrole est un gaz qui permet la création d'un paquet d'affaires. Ethereum, c'est un peu un gaz de coin qui crée un paquet de programmes informatiques autogérés par des ordinateurs sous des règles très strictes où est-ce que tu n'as pas d'humain en cause. Donc, c'est l'humain le bandit, hein? C'est l'humain qui triche, c'est l'humain qui vole, c'est l'humain qui s'endort ou qui ne fait pas sa job. Pense-y. Tandis que la machine, elle, là... La machine peut crasher, par exemple. Absolument. Puis le blockchain, la beauté de ça, c'est que parce que tu as des milliers d'ordinateurs dans le pool, celui qui exécute pas bien le smart contract est éliminé, puis c'est tout. OK. C'est le premier qui fait l'équation, qui fait les étapes du contrat, qui se fait remettre la récompense. Au même titre que le premier qui trouve la devinette du Bitcoin se fait donner le Bitcoin. Mais ça, je peux comprendre la valeur du deuxième parce que ça a comme une certaine utilité. Là, c'est comme un bien, dans le fond, que tu peux aller consommer. Oui. Puis bon, au même titre que le pétrole là, à l'époque. Puis fait que le parallèle, il est bon parce que l'or, dans le fond, ça faisait rien, là, à part d'être beau puis briller. Faux, parce que rappelle-toi, à l'origine, là, avant, tu sais, la monnaie, là, c'est rien qu'un reçu d'un entrepôt d'or. Ouais. Donc, au départ... C'était ça. Non, mais c'était ça. Quand nous, là, Jacques Cartier est arrivé ici, là, puis qu'il a rencontré les Indiens, puis il a dit, hey, on va faire de l'échange. OK? Hey, nous, on a du sel. Nous, on a des produits de l'Europe. Vous autres, vous avez... il fait fret, on peut-tu avoir une peau de quelque chose? On peut-tu avoir... Le troc a existé, on échangeait des choses. À un moment donné, il y en a un qui a dit, hey, ça, c'est donc bien beau, ça, c'est jaune, puis c'est dur, hein, puis c'est beau, hey, ça fait riche. Mais tout ce qui a donné la valeur à l'or, c'est que les rois du Moyen-Âge manipulaient l'or, se faisaient des chaînes, puis c'était reconnu comme grandiose. Et c'est pour ça que l'or a tout pris sa valeur. Mais à un moment donné, l'or, c'est pesant. Faut que tu l'entreposes. Puis il y a un gars qui dit, hey, moi, j'ai un safe dans ma cave. Venez entreposer, puis en échange, je te donne un reçu. Hein? T'as trois onces d'or. Quand veut ton reçu? Puis là, à un moment donné, hey, peux-tu, au lieu de me faire comme un reçu de 5 onces d'or, fais-moi donc 5 reçus d'un once, parce qu'au marché, demain, il ne m'a pas donné un once d'or en échange de ma bouffe le mois prochain. Et c'est ça qui est devenu la monnaie. C'est ce reçu-là qui est devenu la monnaie. Fait que l'or, ça a pris sa valeur parce que c'était beau, parce que les rois en ont fait... C'est une question esthétique puis de demande, dans le fond. Comme tout. Mais c'est aussi un matériel extrêmement malléable, extrêmement résistant. L'or est à la base de plusieurs produits électroniques sur des motherboards puis tout ça. Ça rouille pas, que c'est devenu dit. Ça rouille pas. Puis, tu sais, l'or, mais à la base, c'est parce que l'humain, un jour, il a donné une valeur. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est ainsi. C'est weird quand tu penses à quoi on donne la valeur parce que, veut dire, dans le fond, c'était pas utile. C'est pas ça qui fait que tu te nourrissais. Ben, en tout cas, à un moment donné, tu pouvais l'échanger, tu l'échanges puis tu peux avoir de la nourriture, mais c'est pour ça que je dis que le pétrole, tu sais, bon, c'est plus facile de voir la valeur parce que tu l'utilises pour te déplacer, mais tu l'utilises pour faire fonctionner des machines, donc tu sais, c'est comme il y a une valorisation au bout du compte. Je comprends ta logique, mais pourquoi il y a des gens qui payent 300 000 pour une Lamborghini? Ben, je sais. Bon, mais ça fait partie de l'humain. Ouais. L'humain, à un moment donné, il aime ça flasher, il aime ça. On paye plus cher pour des choses avec lesquelles on s'identifie, qu'on se sent bien, mais c'est depuis le début des temps. Là. Et c'est à la base ce qui a amené. Puis le Bitcoin, c'est le premier. C'est le premier. Il va toujours être le premier. Puis moi, je suis un de ceux qui je trouve déplorable. Écoute, je suis pratiquement maudit à chaque matin. Moi, j'écoute 98.5. Puis quand j'entends Pierre-Yves McSween la crypto-monnaie, oui, c'est volatile, effectivement. Effectivement. Savais-tu qu'à ce jour, il y a 19 millions sur les 21 millions de Bitcoin qui sont déjà minés, qui sont sur le marché? Okay. Il y en a à peu près comme 5 millions qu'on ne reverra jamais, sont perdus. Okay? Parce qu'il y en a qui les ont perdus au départ, puis il y en a qui les ont, puis il y en a qui sont morts avec. Mais savais-tu que 85% des bitcoins n'ont pas bougé d'adresse depuis plusieurs années? Okay. Ça veut dire que les riches les achètent puis qu'ils gardent. Pour moi, c'est un signe.
Pour moi, et moi, je trouve ça déplorable qu'au Québec, nos supposés experts comme Pierre-Yves McSween, il est bien bon, Pierre-Yves, là, pour couper un budget, là, puis se promener en tercelle toute sa vie, là, il est bon. Puis j'y enlève pas, tu sais, pour niveler par le bas. Mais si tu as une opportunité à un moment donné là, de dire « Hey, c'est peut-être la prochaine résolution », il me fait penser là, à peut-être celui qui a gardé son Walkman à cassette jusqu'à temps qu'on aille le iPod 4. C'est nono, mais tu peux vivre avec le Walkman à cassette. Là, right? Mais à un moment donné, là, quand tu as une opportunité, puis au Québec, il y a des études qui démontrent qu'on est probablement la place sur la planète où on en parle le moins. Tu vois? Ben oui. Puis pensez pas que ça n'existe pas. Au El Salvador, là, tu peux acheter ton McDonald's avec des bitcoins. Tu peux acheter ton Starbucks avec un bitcoin. Mais c'est ça, je m'en ai posé comme ma prochaine question. Y a-t-il des places que tu peux t'en servir vraiment? Parce que là, c'est un investissement. Puis j'ai peine à comprendre, mais tu achètes quoi avec ton bitcoin? Non, mais écoute, tu fais quoi avec? Écoutez ça, là. Puis là, c'est pas des farces. Puis là, moi, j'ai créé le mouvement crypto. N'importe qui veut y aller, allez mouvementcrypto.com. OK? Moi, je fais un Zoom call à toutes les semaines où j'enseigne la crypto-monnaie. OK? Ça s'appelle mouvementcrypto.com. Et quand moi, j'ai commencé en 2016, c'était effectivement dur le vendre ton Bitcoin. OK? Ou ta crypto-monnaie. Maintenant, super facile. Moi, j'ai une carte de crédit ici, là, qui est une Visa. Une Visa, je peux acheter n'importe où, n'importe quel commerce. Et ma Visa, je peux la remplir avec mes Bitcoins. Tu peux payer tes factures, tu veux dire? On va aller mettre de l'essence tantôt. On s'en va à une game de hockey. OK? Moi, là, j'ai une Visa ici. OK? Ouais. Qui est une Visa que Puis c'est pas une vraie Visa. C'est pas un crédit. C'est une carte débit. Mais je peux la remplir d'argent avec des Bitcoins ou de l'Ethereum. OK. Fait que si j'ai trop de changes tes Bitcoin... Bitcoins contre d'argent sur ta carte. Oui. En théorie, c'est comme ça. OK. Puis la beauté de ça, c'est que quand je paye avec ma Visa, il me redonne en Bitcoin 4%. Oh. T'as-tu une carte de crédit qui te redonne 4%, toi? Non. Pas en Bitcoin non plus, hein? Non. Moi, ça... Puis ça, tu savais-tu que cette application-là... OK? Puis Mouvement Crypto, j'en parle. OK? Puis moi, je peux vous inviter, là. Puis si vous allez sur le site de Mouvement Crypto, allez-y, là. Puis toi, tout, je veux t'y aille. Si tu crées ton compte avec le lien... Moi, je suis un représentant. Je suis comme un distributeur de cette application-là. OK. Si tu déposes 100$, on te donne 30$. Mais si tu ouvres l'application tous les jours, comme tu fais avec Facebook ou avec Twitter, puis tu as Shake, on donne des bitcoins à tous les jours. on te remplit ton wallet de bitcoin. Okay. C'est pas grand-chose. C'est des sous pour commencer. Là. Ouais. C'est des satoshi qu'on appelle. Parce que le sou du bitcoin, c'est un satoshi. OK. Pour le fondateur Satoshi Nakamoto. Mais cette industrie-là, elle est là, elle existe. Elon Musk, quand il a dit on va acheter des Tesla avec les bitcoins, ça existe. Et moi, je trouve ça triste et déplorable qu'ils n'en parlent jamais dans les journaux, des médias traditionnels au Québec. Ils nous enseignent pas ça. Puis on est tous les ignorants de la planète en ce moment au Québec. Puis moi, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement crypto, parce que je suis tanné qu'on n'en parle pas, qu'on n'éduque pas les gens. Quand il y a une révolution des systèmes financiers qui se passe en ce moment, puis avec ce qu'on parlait tantôt, le fait que la Russie, la Chine, l'Inde vont probablement s'allier, vont être en guerre, on va revivre un genre de guerre froide, nouveau temps. Mais cette monnaie-là décentralisée, non. Savais-tu que toute l'aide monétaire envoyée en Ukraine, quand l'Ukraine a besoin de cash, là, quand Poutine est rentré, là, sais-tu comment ils ont envoyé leur argent, les Américains? Non. Parce qu'ils ont envoyé ça en transfert bancaire? Ils ne pouvaient pas. Il n'y a plus d'électricité. Ils ont envoyé ça en fucking Bitcoin. Ouais. Puis ils n'en parlent pas. Je sais pas ça. Une sénatrice, quand j'étais à Miami, sur le stage, a dit c'est la seule façon qu'on a trouvé. En 10 minutes, l'Ukraine avait 100 millions en Bitcoin, qui était l'argent et l'aide fournie par les Américains. Mais pensez, ça s'envoie partout dans le monde de même. Puis t'as pas de devise, t'as pas de conversion, t'as pas de banque. Moi, je veux t'envoyer du cash, là. Un vendredi, on est vendredi, là. Ben là, quand ça va se diffuser, on record. Moi, je t'envoie ça à soir, là. Tu l'as pas avant lundi. À cause de nos banques, parce que ça travaille pas à la fin de semaine. Le blockchain travaille aux 10 minutes. Dans 10 minutes, je t'envoie du cash dans un wallet crypto, tu l'as dans 10 minutes. Peu importe la limite. Puis regarde ce qui est arrivé avec les camionneurs. Si Trudeau vote la loi d'urgence ou la loi de guerre, peut bloquer des comptes. Puis un jour, toi, fais pas un paiement sur ta carte de crédit, là. Est-ce que ta carte est bloquée? Peut-être pas un, mais tu peux être bloqué tout le temps. Oublie de faire une erreur sur tes impôts, ils peuvent saisir ta paye puis prendre leur argent que tu leur dois. Ça, non.
Puis oui, à un moment donné, parce qu'ils vont contrôler ça et tout, puis c'est correct, mais à un moment donné, il va falloir qu'on soit autonome. Il va falloir on gère notre argent, notre... Tu sais, je veux dire, je sais pas comment que toi, moi, je suis en affaires, là. Puis écoute, il y a des fois, là, je suis obligé de payer des fournisseurs. Ah, j'ai une facture de 30 000. Hey, la banque, refuse la transaction. Ah, t'as dépassé ton 25 000 le max. Hey, je l'ai le cash, puis il est à moi. Pourquoi toi, tu m'empêches? Ouais. Et on vit avec aujourd'hui comme si c'était des peccadilles, là, right? Mais c'est tannant. Puis ça enlève tout ça. Alors, moi, j'y crois au bout. Puis là, je te parle pas des projets, là, parce que c'est fascinant. Aujourd'hui, aux Philippines, les jeunes ne travaillent plus. C'est plus payant pour eux jouer à des jeux vidéo sur la blockchain parce qu'ils se font payer en coins, qu'ils revendent après sur des échanges, sur des exchanges, que d'aller travailler dans un Tim Hortons ou un McDonald's. J'étais à Miami, il y a toute une section des jeux vidéo. Attachez votre sucre. Si vous avez déjà dit à vos enfants, tu passes trop de temps à jouer, à gamer, là, puis, tu perds trop de temps, un jour, ils vont vous répondre, ouais, mais maman, papa, je fais plus d'argent que toi. Ça va être ça. Je vous garantis, ça s'en vient tout ça. Et le gaming, ça va devenir un métier. Plus payant que de travailler dans les commerces de détail. Pourquoi tu penses que Jeff Bezos met tant d'argent avec ses drones, avec Amazon, puis livrer? Parce qu'il n'y en aurait plus de livreurs tout à l'heure. Puis personne ne va faire ce job-là. Puis personne ne va vouloir être caissier, caissière. Puis ça ne sera plus payant. Les gens vont être là. Mais moi, je vais être un de ceux qui va avoir enseigné aux gens, va t'informer. Va t'informer sur comment tu peux générer. Je fais des sous à tous les jours juste à stacker mes coins. Je fais plus d'argent ça qu'à travailler. À tous les jours. À tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par stacker tes coins? Stacker des coins, c'est comme si je prête mes coins, OK, que ce soit du Bitcoin, Ethereum ou toutes les autres, qu'on appelle des altcoins, des alternative coins. Okay. Que moi, c'est des projets dans lesquels je crois parce qu'il y a plein de nouveaux projets. Il y a au-dessus de 10 000 projets en ce moment dans la crypto-monnaie. Là. Il y a 10 000 nouveaux coins. Puis il y en a des nouveaux tous les jours. Puis 10 000, probablement que je ne suis même pas à jour. Il doit en avoir plus que ça. Mais si il y a le DeFi qu'on appelle le Decentralized Finance, c'est que les miners qui se font remettre des coins pour exécuter les blockchains, mais l'argent, il faut qu'on repaye, puis il y a toutes sortes de différents programmes. Donc, si toi, tu prêtes tes coins, les autres, ils te donnent un intérêt. Okay. Savais-tu qu'aux États-Unis, si tu as 2 bitcoins, okay, mettons que ça vaut 50 000 Canadiens, tu as 100 000 de bitcoin, il y a des banques, j'étais là, 400 exposants, là. Il y a des banques qui disent, moi, je vais te prêter, si tu mets tes bitcoins en garantie, une hypothèque, 60 000, 60 ou 75 %. Les gens prêtent aux États-Unis en ce moment en mettant tes bitcoins en garantie. Wow. C'est là. Puis là, pense-y, là. Je te confie ma stratégie. Moi, ma stratégie de fin de vie, ça va être ça. Moi, en ce moment, je suis dans ma vie active. J'ai des entreprises. J'ai des revenus qui rentrent. Je suis capable d'investir. Je prends mon argent. Je la mets en DCA, c'est-à-dire le dollar cost average. À toutes les semaines, j'investis dans mes projets crypto. Je les prête aux échanges qui en ont besoin pour faire rouler le blockchain, puis remettre. Et eux autres me remettent des pourcentages d'intérêt, comme une action dividende. OK? Donc, c'est ça qui me rapporte du cash flow positif à tous les jours. Maintenant, je grossis mon portefeuille. Moi, je veux être multimillionnaire de ça avant 2028. Pourquoi? Parce que c'est le dernier halving du Bitcoin. C'est la dernière fois que le Bitcoin va se séparer. En ce moment, les miners se font donner 6,25 Bitcoin à tous les 10 minutes. En 2024, c'est 3,125. Puis en 2028, et c'est là que tous les gens experts dans mon domaine ont dit que ça va valoir au-dessus d'1 million un Bitcoin. Parce que ça va être très rare. Mais moi, je veux avoir idéalement entre 10 et 20 Bitcoins. 1 million, je vais avoir entre 10 et 20 millions d'actifs. Et là, ce qui se passe, il va y avoir des banques qui vont dire « Hey, si t'es 20 millions, moi, te prêter une marge de crédit. Mais mets tes Bitcoins en garantie. » Alors moi, je vais aller chercher une marge de crédit, mettons de 50 %, 10 millions. Je vais vivre, ça c'est non imposable, c'est une marge de crédit. Je vais vivre mes fins de vie en brûlant ma marge de crédit de 10 millions. Je vais avoir pris une assurance vie de 10 millions. Fait qu'à ma mort, l'assurance vie rembourse ma marge, puis les bitcoins, je les donne à mon héritage. Et c'est comme ça que tous les riches font. Elon Musk est en train de se monter comme ça. Jack Dorsey est en train de se monter comme ça. Michael Saylor. J'imite juste les plus riches de la planète. Là. Je ne suis pas le brillant qui a pensé à ça tout seul, là, by the way. Mais j'étudie ces gens-là et c'est ça qu'ils font. Puis là, je dis des chiffres.
mais ça peut être 100 millions, mais ça peut être aussi 500 000. Mhm. Mais Calébine, pourquoi qu'à la retraite, les gens, ils ont des REER, puis ils ont de la misère à sortir sans être imposés, puis sans se dire, avec l'inflation qui se passe en ce moment, c'est désastreux pour un paquet de monde. Ils ne savent pas trop comment y sortir parce qu'ils se font imposer à du 50%. Puis là, ben, écoute, si tu avais payé tes impôts là, en 2000 au lieu d'en 2022, là, puis que ton cash serait à toi à 100%, là, au lieu d'être en REER, là, il serait dans ton compte, tu serais beaucoup plus gagnant. Là, en ce moment, les gens sortent, sont imposés dessus, puis après ça, il faut qu'ils mettent du gaz à 2 piastres le litre. On se fait avoir par nos gouvernements. On se fait. Il n'y a aucun de ces gens-là qui pense à notre liberté financière. Ben, moi, j'ai choisi d'y penser, puis je fais juste imiter les plus riches de la planète. Elon Musk, c'est un des plus riches de la planète. En tout cas, il y en a plein, là, je peux en nommer plein. Oh. Mais et je pense qu'au Québec, on est mal informé de ça. On n'est pas du tout informé. Puis moi, ben, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement crypto. Ouais, c'est ça, crypto. Ah, c'est pété, mais il va falloir que je suive ça. Mais puis je vais finir là-dessus. Là. Fait que ça s'en va où? C'est quand le jour où. Ben, c'est peut-être demain matin, c'est peut-être déjà là, puis je ne sais pas, mais c'est quand le jour que tu vas pouvoir arriver et dire hey, moi, j'ai une carte qui représente mes cryptos, puis je m'en vais m'acheter mon McDo, mettons. C'est déjà là. Avec ta Visa. C'est déjà là. C'est déjà là. Puis, by the way, j'ai implanté les paiements. Un de mes bons clients, gaetancé.ca, l'épicerie en ligne ici à Gatineau. Okay? Vous commandez en ligne, ils vous livrent le lendemain en 24 heures. C'est le Amazon de l'épicerie à Gatineau. Vous pouvez payer en crypto-monnaie. Okay. C'est déjà tout là. Par contre... On ne sait pas, on n'entend pas parler. Parce que c'est pas encore là. Par contre, dans le mouvement crypto, on va dire à tout le monde, payez pas en crypto-monnaie. Restez en crypto-monnaie. Ouais. On est encore... on est au début. On est au début, comme au début de l'Internet, comme au début des grands mouvements. Là, on est au début. Et il faut y voir là. Il faut y voir là. On a encore un gap de 6 à 8 ans pour se bâtir un portefeuille. Tu nous amènes à 2028, dans le fond, comme tu dis. Tout compris. 2028-2030. Okay. Parce que quand ça va se passer, il va y avoir là, des années fructueuses. Et il va y avoir, il y a toujours, comme à la bourse, il y a des bull market, il y a des bear market. Ça fluctue, ça baisse, c'est comme ça. Mais on va être ailleurs. Là. On va être ailleurs. Puis je vous le dis, là, les plus grosses banques américaines, les BlackRock, les Vanguard, les JP Morgan, les Chase, sont toutes en train de les acheter, les bitcoins. Ah ouais. Ils sont toutes en train de les acheter. Pourquoi? Ben, il n'est pas trop tard là-bas pour aller s'en chercher. Puis même si on achète des Satoshi, tu peux acheter 10 piastres de bitcoin, hein? Tu vas avoir 0,000 bitcoin. Ou 2000 Satoshi. L'application que je vous parlais sur Mouvement Crypto, si vous y allez, vous checkez votre téléphone, il vous donne 150 Satoshi par jour. Yeah. C'est pas gros, c'est 5 cents. Mais si tu le fais pendant 200 jours, il monte jusqu'à 1000 Satoshi. Moi, avec ma carte de crédit, je m'en vais mettre de l'essence tantôt, je paye avec ma carte de crédit Bitcoin. Ben, c'est Visa, mais backé par mes Bitcoins, on me redonne 4% en Bitcoin, en Satoshi. Alors, on est en ce moment dans le début de ça. Puis en 2016, j'aurais pas parlé autant, parce que même en 2016, c'était un peu le Far West. Là. Ouais. Moi, j'ai été pris là, dans un projet qui s'appelait BitConnect, j'ai perdu 100 000. Oh. Ah oui. J'ai pas de le dire. Puis la curve d'apprentissage a coûté cher. Je parlerai pas juste des bons coups que j'ai faits. J'ai fait des mauvais coups. Puis c'est pour ça que je les partage. Puis c'est pour ça que j'ai créé le mouvement crypto sur la même idéologie des vraies affaires zéro bullshit. Je dis à tout mon monde, là, toutes les questions sont bonnes, puis posez-moi-les, moi vous dire la vérité. J'ai pas juste fait de l'argent là-dedans. Là. Puis j'ai des amis, puis j'ai de la famille qui ont perdu de l'argent là-dedans. Mais en ce moment, parce que c'est rendu mainstream, parce que les banques sont là-dedans. Hey, l'Australie, le Brésil, c'est tous des pays qui sont dans le processus de rendre le Bitcoin leur monnaie officielle. OK. Tu sais, comme, c'est pas parce que le Canada va peut-être... Puis le Canada, by the way, est assez révolutionnaire à ce niveau-là, parce que ils ont accepté un ETF. Tu peux acheter un fonds sur la bourse de Toronto qui a des cryptos à l'intérieur du fonds. Okay. On a fait ça avant les Américains. Mais là, je sais que les Américains sont en train de le bâtir. Mais quand les Américains vont créer le premier fonds là, avec des crypto-monnaies dedans, puis ou le Bitcoin dedans, ça va être capoté. Là.
Ça veut dire que tout le monde qui ont des REER, tu sais, quand que la caisse ou la banque va vous appeler, « Hey, voudriez-vous changer? Puis voulez-vous le placement évolutif ou technologique? Puis là, il va y avoir des cryptos dedans. Là, le monde va tout changer ça. Puis là, ça va être capoté parce que les autres, pour l'entretenir, ça prend les bitcoins. Les autres vont en acheter. Et là, le prix va faire, boum. Ça va être capoté. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, j'y crois en tout cas. Puis si je me trompe, regarde. On dirait quasiment que c'est comme. Parce que souvent, le monde, ils disent exactement comme toi, tu dis, tu sais, comme ce que j'ai lu, c'est moi, j'y crois. Fait que c'est comme. Ça a l'air d'une idéologie. C'est comme. Ça va-tu fonctionner ou ça fonctionnera pas? Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que c'est déjà là. C'est déjà enclenché. Ouais. Et on était 25 000 à Miami à la conférence. Vos salons d'habitation, là, s'il attire. Puis, salon d'habitation, c'est gratuit. Là. S'il attire 3-4 000 personnes, c'est bon. On était 25 000 payants, 500 pièces US par billet. Ah ouais. Il y avait 400 exposants. Il y avait des gens là, que tu peux écrire ton testament. Puis ça, c'est une autre idée qui s'en vient. Puis ton testament va être sur une blockchain. Oui? Ah, pourquoi pas? Ouais, c'est capoté. Pourquoi qu'il est dans un maudit safe qu'on ne sait pas où? Ouais. Pourquoi que c'est papier? Non, un jour, ça va être là. Puis même moi, j'ai eu l'idée, quand que je voyais le go, puis tout ces... Hey, il arrivait le lundi, puis il votait une loi le jeudi. Moi, je disais, imagine si on arrivait le lundi matin, là, puis toutes les motions ou les lois que le gouvernement veut passer le jeudi, ils sortent sur le blockchain, tout le monde qui va s'inscrire reçoit une notification, puis voici toutes les lois, voici les pour et les contre votés. Et tous les résultats de façon transparente sont tous sur le blockchain, parce que le blockchain, il est ouvert. C'est un livre ouvert. Imagine si le gouvernement n'aurait plus le droit de décider, mais il serait obligé de juste appliquer le résultat qui est la vraie opinion des citoyens. Ça serait fou. Mais ça serait-tu démocratique? Ça n'aurait jamais été plus démocratique que ça, right? Ouais. Puis c'est une idée que j'ai eue en étant là-dedans. Puis moi, je veux la créer. Je suis déjà pour parler avec du monde. Puis là, je donne peut-être une idée à d'autres, mais moi, je crois à ce qu'il faut qu'on soit transparent. Puis, imagine, ça serait capoté. Puis là, jusqu'à mercredi midi, ils prennent les votes sur le blockchain. Puis le mercredi midi. Fait que là, le jeudi, le go, là, il s'en va devant le micro. Puis il fait juste dire les résultats. Puis c'est ça qu'on va voter comme loi demain parce que la population a parlé. Tu peux pas être plus transparent que ça. Et je pense que ça devrait être comme ça. Imagine. Je pense sincèrement que ça devrait être comme ça. Ça serait le fun. Puis là, pété. il y a bien d'autres affaires qu'on peut faire après, là. Ouais. On enlignerait au moins, il y aurait beaucoup moins de frustration. Parce que là, si toi, tu n'as pas gagné, mais tu l'as sur le blockchain, puis tu peux tout voir qui a voté, puis pour qui ont voté. Hey, moi, j'ai un podcast, puis le monde, des fois, ils sont gênés de dire pour qui ils ont voté. Pourquoi? T'as peur de tes idéologies? Ouais, c'est une ancienne peur de tes pensée. valeurs. Mes parents, c'était comme ça. Ah, c'est de ça. C'est personnel, c'est ça. personnel. Tu dis pas, Bon, quand j'étais jeune, j'étais curieux, c'est de comprendre. Ah, c'est quoi t'as voté, maman? Ah, oui. C'est personnel. Ah, oui. Okay. Ouais. Puis la blockchain, elle amène une transparence que, oui, ça nous sort peut-être de notre zone, en tout cas, certains de nos zones de confort, mais Carlibin, il y a zéro bullshit. Il y a zéro bullshit. Eh bien, Bruno, je te retiens pas plus longtemps. Ça fait quasiment 1h30 qu'on passe. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment le fun. Ah ouais, c'est bien le fun. Ouais. OK, mon chum. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.